Salut à tous, c'est Professeur Cosmos. Allez, c'est parti. Numéro 1, Mars, la colonie la plus brutale. S'il existe une planète que l'on présente sérieusement comme première colonie humaine, c'est Mars. Et c'est précisément ce qui la rend si inquiétante. Elle est plus proche, son jour ressemble presque au nôtre, elle possède des glaces polaires et quelques promesses de ressources. Mais cette ressemblance superficielle endort l'imagination. Mars ne ressemble pas à un enfer absolu comme Vénus. Elle ressemble à une possibilité. Et c'est ce qui la rend dangereuse. La réalité scientifique est dure. Son atmosphère est très mince et protège mal contre le rayonnement cosmique. Les températures restent faibles, l'eau liquide est instable à la surface, et les tempêtes de poussière peuvent engloutir d'immenses régions pendant longtemps. Même une simple sortie hors habitat y devient une expédition dans un monde froid, sec, irradié et mécaniquement hostile. La colonisation martienne, dans sa version sérieuse, n'a donc rien d'une ville ouverte sous un ciel rouge. Elle signifie modules enterrés, blindage, cycle fermé d'air et d'eau, agriculture artificielle, maintenance incessante et dépendance totale à la technique. L'être humain n'habiterait pas Mars naturellement. Il lutterait sans fin contre Mars. C'est ce qui fait de cette planète la candidate la plus réaliste et la plus brutale à la fois. Elle ressemble assez à la Terre pour séduire, et elle en diffère assez pour épuiser lentement ceux qui s'y installent raides. Une colonie martienne serait moins un triomphe qu'un siège permanent mené contre un monde qui n'a jamais promis de nous accueillir. Numéro 2, Vénus. Vivre au-dessus de l'enfer. Vénus effraie immédiatement. C'est une planète de taille terrestre, proche, mais sa surface est si extrême que l'idée même d'y établir une colonie semble absurde. Chaleur capable de faire fondre le plomb, pression écrasante, atmosphère dense transformée en piège thermique permanent, tout y évoque un refus total de la vie humaine. Pourtant, Vénus revient parfois dans les scénarios de colonisation. Pas au sol, mais dans les nuages. La logique scientifique repose sur les hautes couches atmosphériques. À une cinquantaine de kilomètres d'altitude, température et pression deviennent beaucoup moins monstrueuses que sur la surface. C'est là qu'apparaissent les idées de villes flottantes, de plateformes aérostatiques ou d'habitats suspendus. Sur le papier, le concept a quelque chose de brillant. Ne pas se battre pour le sol, mais vivre dans une mince couche relativement tolérable. Mais cette solution reste sinistre. Une telle colonie devrait survivre dans une atmosphère chimiquement agressive, résister à la corrosion, dépendre d'un contrôle parfait de sa flottabilité et accepter qu'en dessous s'étende un monde où aucune erreur n'est pardonnée. Il n'y aurait pas de vraie terre ferme, pas de repli simple, pas de seconde chance. Toute panne grave deviendrait une chute vers une surface infernale. C'est ce qui rend Vénus si troublante. Elle semble offrir une chance, mais seulement dans une bande étroite suspendue au-dessus du désastre. Coloniser Vénus ne signifierait pas habiter une planète. Cela signifierait survivre au-dessus d'un gouffre, dans une sécurité toujours provisoire, au-dessus d'un monde qui reste l'un des plus hostiles du système solaire. Numéro 3, Proxima b, proche mais trop violente. Proxima b a tout pour attirer les rêves. C'est l'une des planètes potentiellement habitables les plus proches du système solaire. Cette seule phrase suffit à faire naître l'illusion d'un objectif naturel. Mais la proximité astronomique ne signifie pas proximité humaine, et la planète elle-même pourrait être bien plus dure que le mot habitable ne le laisse croire. Le problème scientifique commence avec son étoile. Proxima du Centaure est une naine rouge active. Pour recevoir assez d'énergie, la planète orbite très près d'elle. Cela l'expose à des éruptions, à un rayonnement intense et à des flux de particules capables, avec le temps, d'éroder ou d'appauvrir une atmosphère. Une planète dans la zone habitable peut donc rester un monde dangereux, instable et difficilement vivable. La colonisation se heurte alors à deux abîmes. Le premier est la distance, toujours gigantesque malgré la réputation de proximité. Le second est la nature même du monde visé. Atmosphère peut-être affaiblie, irradiation sévère, verrouillage gravitationnel possible, contraste climatique extrême entre face éclairée et face sombre. Une base humaine là-bas ressemblerait moins à une nouvelle Terre qu'à un avant-poste lointain sous une étoile agressive. C'est cette combinaison qui rend Proxima b si dérangeante. Elle est assez proche pour nourrir les projets et assez violente pour les assombrir. Elle rappelle que, dans la colonisation interstellaire, le problème n'est pas seulement d'atteindre une planète. C'est d'accepter qu'au bout du voyage puisse se trouver un monde qui n'a rien d'accueillant malgré sa promesse initiale. Numéro 4. Trappiste un nœud,
promesse noyée d'inconnu, Trappiste 1E apparaît souvent comme l'un des symboles modernes de l'espoir exoplanétaire. Monde rocheux, taille proche de celle de la Terre, orbite située dans une zone où l'eau liquide pourrait exister. L'imagination humaine n'a besoin de presque rien d'autre pour commencer à fabriquer un refuge potentiel. Mais c'est justement là que commence le malaise. Ce que nous savons est encore trop peu pour soutenir un rêve de colonisation solide. Scientifiquement, la prudence est obligatoire. Être dans une zone dite habitable ne garantit ni atmosphère protectrice, ni climat stable, ni surface favorable aux humains. La planète peut être en rotation synchrone, présenter de fortes dissymétries climatiques, manquer d'une atmosphère suffisante ou évoluer dans un contexte géophysique plus rude qu'on ne l'espère. L'étiquette rassurante masque en réalité un volume immense d'inconnus. La difficulté centrale est là. Trappiste 1E est encore un monde de données incomplètes. Pour coloniser, il faudrait connaître la pression, la composition atmosphérique, la radiation, l'eau réellement disponible, la dynamique climatique, la stabilité de la surface et les ressources exploitables. Sans cela, il ne s'agit pas d'une destination, mais d'une hypothèse élégante. Cette planète porte donc un prix psychologique particulier, celui de l'espoir projeté trop tôt. Plus un monde semble prometteur de loin, plus la découverte de sa dureté réelle peut devenir brutale. Trappiste 1 nous rappelle qu'une planète séduisante n'est pas encore une terre de colonisation. Elle peut rester, longtemps encore, une promesse noyée dans l'inconnu. Numéro 5. Kepler 452b, une Terre trop lourde. Kepler 452b est souvent présenté comme une cousine de la Terre, un monde orbitant autour d'une étoile proche du Soleil, dans une région où l'eau pourrait exister. Cette formulation flatte immédiatement notre besoin de retrouver quelque chose de familier. Pourtant, la planète est plus grande que la Terre, et ce simple fait suffit à faire basculer le rêve vers autre chose. Un monde peut-être plus massif, plus pesant, plus exigeant. Du point de vue scientifique, une super-Terre peut retenir plus facilement une atmosphère, mais cela ne signifie pas qu'elle sera plus confortable. Une gravité plus forte peut peser sur le corps humain, sur les structures, sur les transports et sur toute la logique quotidienne d'une colonie. Une atmosphère plus dense peut aider, ou devenir une contrainte de pression, de météo, de chaleur et de fatigue biologique. La part sombre de Kepler 452b tient dans cette fausse familiarité. Plus un monde ressemble à la Terre dans le langage public, plus il devient tentant d'oublier qu'il peut être fondamentalement différent pour la biologie humaine. Une Terre améliorée peut se révéler être un monde trop lourd, trop dense ou trop exigeant pour que la vie humaine y soit autre chose qu'un effort permanent. C'est ce qui rend cette planète si troublante. Elle ne fait pas peur comme un enfer évident. Elle inquiète parce qu'elle ressemble à une solution alors qu'elle pourrait n'être qu'une version plus dure du problème. Elle montre que la ressemblance astronomique n'implique jamais la douceur humaine. Numéro 6. Super-Terre, piège, sous-atmosphère. Les super-Terres apparaissent souvent comme des candidates naturelles à la colonisation. Plus massives, parfois plus stables, capables de retenir une atmosphère, elles semblent à première vue offrir un stock de monde prometteur. Mais cette promesse contient un piège. Ce qui semble favorable à l'existence d'un environnement global ne l'est pas forcément pour une colonie humaine. Le problème scientifique est celui de l'excès. Une planète plus massive peut retenir une enveloppe atmosphérique très dense, favoriser un effet de serre plus fort, maintenir des pressions élevées et des météorologies agressives. Il peut y avoir de l'eau, de la chaleur modérée à l'échelle planétaire, et pourtant une surface totalement pénible pour des humains. L'habitabilité au sens astrophysique peut se révéler presque vide de sens au niveau du corps. Pour une colonie, ce type de monde devient un faux ami. Il ne paraît pas mort, il paraît presque accueillant, et c'est justement ce qui le rend dangereux intellectuellement. Sous une atmosphère trop lourde, trop toxique ou trop violente, la vie humaine ne se développe pas avec le monde. Elle s'isole du monde. La colonie devient un système clos, en lutte constante contre ce qui, de loin, semblait être un avantage. Voilà pourquoi les super-terres inquiètent. Elles peuvent sembler représenter l'abondance, alors qu'elles pourraient n'offrir que des variantes de l'oppression physique. Pression, masse, climat, densité. Leur ciel peut être riche, leur planète vaste, et pourtant elles peuvent rester des pièges splendides, trop lourds pour devenir une vraie maison. Numéro 7. Naine rouge, monde tiède, ciel mort. Les naines rouges dominent numériquement la galaxie. Cela signifie que les futures cibles de colonisation se trouveront souvent autour d'elles.
Mais cette abondance statistique n'a rien de rassurant. Elle peut au contraire multiplier les mondes où la température semble correcte pendant que le ciel, lui, reste profondément hostile. Le problème scientifique est bien connu. Pour recevoir assez d'énergie d'une étoile faible, une planète doit orbiter très près d'elle. Cela favorise le verrouillage gravitationnel, avec une face tournée en permanence vers l'étoile et l'autre plongée dans une nuit sans fin. Beaucoup de naines rouges sont aussi actives, flards, particules énergétiques, variations qui peuvent malmener l'atmosphère et compliquer durablement toute stabilité de surface. Coloniser un tel monde reviendrait à vivre sous un ciel qui ne cesse jamais d'être une menace. Même si certaines régions restent tempérées, l'ensemble du système peut imposer une dépendance constante à la protection, au blindage et à l'ingénierie climatique. La colonie n'aurait pas seulement à s'adapter à une planète étrange, mais à une étoile dont l'agressivité structure toute l'existence locale. C'est pourquoi ces mondes sont si troublants. Ils sont nombreux, parfois accessibles à nos instruments, parfois tentants sur les diagrammes, mais ils rappellent que l'abondance cosmique n'est pas synonyme de confort. La galaxie peut être pleine de planètes possibles qui restent, pour des humains, des mondes tièdes sous un ciel presque mortel. Numéro 8. Planète océan sans sol pour ville. Une planète couverte d'océan paraît magnifique tant qu'on la regarde comme un symbole d'eau et donc de vie. Mais la colonisation transforme immédiatement cette image. Un monde océan n'est pas seulement un monde humide. C'est peut-être un monde sans sol utile, sans continent accessible, sans base stable pour des villes, des industries et une expansion durable. La difficulté scientifique tient à la structure même de ces planètes. Un océan global peut recouvrir des couches de glace à haute pression, cacher une géologie inaccessible et rendre très difficile l'exploitation des ressources minérales. Même avec une température correcte à la surface, une colonie humaine y manquerait de ce dont toute civilisation technique a besoin: appui solide, matériaux, ancrage, stabilité de construction. Il y a là une ironie sombre. Ce qui semble favorable à la vie en général ne l'est pas forcément pour la vie humaine organisée. L'eau abondante ne remplace ni la terre ferme, ni l'extraction, ni la production lourde. Une telle planète pourrait être biologiquement fascinante et civilisationnellement frustrante. C'est pourquoi les mondes océans restent des candidats troublants. Ils promettent un élément essentiel tout en retirant la base la plus simple de notre manière d'habiter. Une colonie y flotterait littéralement au-dessus de l'incertitude, transformant la beauté du monde en contrainte permanente. Numéro 9. Monde glacé sous dôme de survie. Les planètes froides et les mondes glacés ont au moins une qualité brutale. Ils ne mentent pas. Ils n'imitent pas la Terre. Ils annoncent immédiatement que toute présence humaine dépendra de la chaleur, de l'énergie et d'une protection constante. C'est précisément ce qui en fait des candidats sérieux et sinistres à la fois. La science du problème est simple. Dans un monde trop froid, toute la colonie devient une question thermique. Il faut chauffer l'air, l'eau, les cultures, les machines, les sas, les couloirs et les zones de travail. Chaque fuite de chaleur devient une crise potentielle. Si l'atmosphère est ténue ou mal adaptée, l'isolement doit être total. La colonie cesse d'être un habitat ouvert. Elle devient une suite de volumes chauds arrachés au froid par la force. Cette situation a aussi une violence psychologique particulière. Le colon ne sort pas vers une nouvelle nature. Il sort vers la mort thermique. Au-delà du dôme, du tunnel ou du refuge, il n'y a pas de paysage habitable, seulement une hostilité silencieuse qui attend la moindre panne. La survie dépend moins du monde lui-même que de la capacité des systèmes à maintenir un petit climat artificiel contre l'ensemble du dehors. C'est pour cela que les mondes glacés restent si crédibles et si tristes. Ils peuvent offrir de la glace, de l'eau, des surfaces stables, parfois même certains avantages logistiques. Mais y vivre signifierait accepter que la civilisation humaine s'y maintienne comme une enclave de chaleur assiégée, sans jamais pouvoir oublier que la planète entière reste par nature contre elle. Numéro 10. Le pire obstacle, elles sont trop loin. La théorie la plus dure sur les planètes colonisables est peut-être la plus simple. Il y en a peut-être beaucoup, mais cela ne change presque rien pour nous. Le grand obstacle n'est pas forcément la gravité, l'atmosphère ou la chimie. C'est la distance. Une planète peut être excellente sur le papier, tempérée, riche en eau, et rester pourtant pratiquement inaccessible pour une civilisation humaine réelle. La réalité scientifique est implacable. Même les meilleures candidates extrasolaires sont séparées de nous par des distances que la technologie actuelle ne transforme pas en migration crédible. Le vol interstellaire n'est pas un long voyage ordinaire.
C'est un problème de génération, d'énergie, de rayonnement, de fiabilité des systèmes, d'isolement psychologique et de continuité sociale. Envoyer un vaisseau colonisateur reviendrait presque à créer une société vulnérable enfermée dans son trajet. C'est pourquoi la distance peut détruire l'idée même de colonisation avant toute étude détaillée du monde visé. Tant que l'humanité ne change pas radicalement sa physique du transport, même une planète presque idéale restera surtout une possibilité théorique. Nous saurons peut-être les voir, les classer, les modéliser, sans jamais les transformer en horizons vivants. Voilà la forme la plus froide du problème. L'univers n'est peut-être pas vide de mondes possibles, il peut au contraire en être rempli. Mais si chacun d'eux se trouve au-delà d'un prix temporel, énergétique et biologique déraisonnable, alors cette abondance devient presque cruelle. Le cosmos montrerait des maisons potentielles tout en nous rappelant que les voir est infiniment plus facile que les atteindre. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Nous avons encore plein de contenus intéressants à vous proposer.